Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 7 avril 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre dernière émission de la semaine, notre quotidienne. Pour rappel, c'est une émission qui fait du lundi au vendredi, qui est une émission où on revient sur l'actualité et la partie technique sur le Bitcoin, la crypto-monnaie et la macroéconomie d'ordre général. Sans plus tarder, on commence notre tour d'actualité avec un document qui a été donné sur l'US Treasury, qui nous a produit un magnifique document montrant que la crypto décentralisée est une menace, alors oui, vraiment menace pour la sécurité nationale US. Ce document de 42 pages, vous pouvez le retrouver notamment dans ce lien-là que vous retrouverez aussi dans le thread Twitter qui accompagne cette vidéo, donc sur mon Twitter directement, que vous retrouverez ici cryptolyz_tech ou directement en commentaire de cette vidéo et en description. Et globalement, ce document retrace un petit peu pourquoi la crypto-monnaie, et surtout la crypto-monnaie décentralisée, va être utilisée pour les scammers, va être utilisée pour le blanchiment d'argent, parce que tout simplement la loi anti-blanchiment d'argent ne s'applique pas à la finance décentralisée, qui est le principe aussi de la notion de décentralisation. Donc il n'y a pas de surveillance dessus, mais vouloir appliquer forcément à la décentralisation, en tout cas à la finance décentralisée, un contrôle du blanchiment d'argent, un contrôle, comme on essaie de le faire aussi la loi MiCA, de l'identité de la personne, donc une forme de KYC, c'est ne pas comprendre vraiment comment ça fonctionne la finance décentralisée et ce qu'est un DAO, donc justement un organisme autonome décentralisé où il n'y a personne à la tête. À savoir qu'on peut très bien mettre en place la loi anti-blanchiment d'argent et le contrôle d'identité à l'entrée et à la sortie justement de la crypto-monnaie. Je ne comprends pas pourquoi on est toujours attaché à cette image-là. Et Asher nous propose un petit tweet qui nous rappelle sur un document provenant d'ailleurs des US, du Trésor des US, donc qui est la même personne, enfin en tout cas la même entité qui a produit ce document-là, qui nous explique que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme passe par les fiat, donc ça veut dire le dollar ou l'euro, plutôt que les monnaies justement, donc les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles, les assets virtuels. Donc ça nous rappelle bien que actuellement ils n'ont pas besoin des cryptos pour pouvoir faire du blanchiment d'argent, et ça a toujours existé, ça existera toujours. Et là-dessus, justement, ça existera toujours, oui, mais on a quand même Christine Lagarde qui nous explique son souhait d'aller de l'avant sur les CBDC, donc avec notamment l'euro numérique, pour contrôler globalement les paiements. C'est cash, c'est dit, façon de parler, mais bon, ça n'engage rien de bon. La deadline, c'est octobre pour statuer ce qu'ils en font sur les CBDC, la façon dans laquelle ils se mettent en place, à surveiller du coup sur cette fin d'année. Ensuite, nous avons Binance qui, à travers le rapport Keiko, qu'on retrouve régulièrement, nous montre que le géant de la crypto-monnaie a perdu quand même 10% de part de marché, ce qui est quand même important, et cette perte est, si on regarde bien le graphique, due principalement aux autres acteurs qui arrivent sur le marché, mais on voit que ce n'est pas le seul à avoir perdu. On voit aussi Coinbase qui a un petit peu perdu de son marché. Bon, on va pas se leurrer, on a quand même Binance qui représente toujours légèrement plus que les 50% de volume, donc c'est toujours colossal, mais c'est important de noter que Binance et Coinbase sont en diminution. La question, il va falloir se poser, pourquoi ils sont en recul. Nous avons notamment cet article que vous pouvez retrouver sur Cryptos qui essaie d'y répondre. Je vous invite à le lire, vous allez voir, c'est très intéressant. À côté, nous avons Binance qui essaie toujours de se conformer en Australie et qui va être obligé certainement de retirer ses produits dérivés, un petit peu à l'image de ce qui avait été effectué en France. On a eu un Binance qui avait clôturé justement l'utilisation des produits dérivés pour pouvoir faire un enregistrement SAN. Ensuite, nous avons la France, toujours, qui essaie de en tout cas de légaliser tout ce qui tourne autour de la crypto. Là, nous avons une loi SORAR qui est en train d'arriver sur le principe des jeux Web3. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, parce qu'on est entre la loterie, le jeu et la possession d'assets, qui est un asset numérique et financier. Donc on est un peu entre les trois, il y a une zone grise, et c'est en train de légiférer pour essayer de combler cette zone grise. Et encore une fois, il va falloir surveiller, est-ce qu'on va être dans le trop de législation ou pas, à savoir que, on va pas se leurrer, SORAR a la capacité de se défendre et de promouvoir son business model
Ensuite, nous avons un très beau thread de Mark Zeller, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui travaille pour AAV et qui a une insight vraiment très fort sur le monde de la DeFi, qui nous propose une explication simplifiée de l'état de la blockchain actuellement, avec les différentes layers, qui sont les layers d'utilisation et non pas les layers réels fonctionnels, d'accord? C'est deux choses séparées. Donc, un très beau thread qui nous explique un petit peu où on se trouve et où est-ce qu'on est et qui utilise ces différentes layers. Vous retrouverez aussi dans mon Twitter au moment du lancement de cette vidéo. Et on terminera par ce thread qui est plus macroéconomique avec une analyse plutôt détaillée sur les liquidités et basée sur les données de la Fed pour nous expliquer que potentiellement on serait sur un reversal assez fort au niveau du SP500, donc on aurait une cassure baissière très forte à prendre en considération. C'est une analyse qui est très intéressante, en tout cas comment elle est effectuée, elle se base beaucoup sur le passé, c'est un petit peu leur problématique, mais il y a pas mal de données, donc je trouve ça intéressant, même si je ne suis pas forcément d'accord avec l'analyse, je ne cautionne pas son analyse, mais néanmoins, les données qu'il donne sont intéressantes, à vous de vous faire votre propre opinion. Je vous rappelle que aujourd'hui nous sommes fériés sur beaucoup de marketplace, ça va prendre du temps, on risque d'avoir assez peu de mouvements, on l'a senti un petit peu aujourd'hui, on ira le voir tout à l'heure, et on surveille par contre 14h30 le rapport du chômage sur mars, il faut qu'on reste à 3,6, 3,6 ça va être le carme plat, si jamais on décroche, il risque d'avoir un petit peu de mouvement, mais ce sera pas non plus folichon. Je rappelle que lundi aussi on est férié, donc ça veut dire qu'on va avoir une compression des liquidités relativement forte, et on va regarder ça dans la partie technique. Et cette vidéo est sponsorisée par Bybit, plateforme d'exchange crypto qui propose du spot, du dérivé, des NFT, une partie earning, on a des options, on a aussi un DEX, donc directement un échange décentralisé intégré dans Bybit, donc qui est très intéressant. On fait très attention avec les produits dérivés dans lesquels vous pouvez avoir des sources de pertes très conséquentes, donc attention à ne pas investir ce que vous ne pouvez pas perdre, et ça c'est valable pour l'ensemble des crypto-monnaies. Ils ont lancé notamment leur carte de paiement Mastercard qui est en cours de sortie, où on va avoir en avril leur programme de fidélité qui sera lié à ça si jamais vous êtes intéressé pour avoir une carte crypto. On commence l'analyse, on rappelle que nous sommes au-dessus de la R, donc on est bien dans une période de rupture. On voit aussi qu'on est dans une forme de consolidation avec quelque chose qui est relativement flat. Regardez-moi cette semaine qui s'est déroulée, on limite, elle n'existe pas, il n'y a quasiment pas de volume, et on a eu une partie de compression très forte. Alors, on va regarder ça très vite. Au niveau de la compression, on va passer ici. On voit que la compression est bien en cours en 1 heure. On retrouve bien quelque chose qui est comme ça, on le voit, c'est très fort. Nous avons une compression des liquidités qu'on ira voir tout à l'heure, ce qui est logique, et je pense qu'on va rester dans cette schématique-là pendant encore un petit temps, le temps que le marché US et l'ensemble des marchés, justement, sortent des jours fériés, et on a un retour des liquidités, donc on risque d'avoir des mouvements assez erratiques en attendant, avec un tassement de la volatilité pour une explosion de la volatilité la semaine prochaine. Sur l'order flow, si on regarde, on voit bien aussi cette compression très forte qui se trouve ici. On voit aussi une incertitude au niveau de la position du top trader. Quand on voit ici une compression des mouvements au niveau des longs et des shorts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici une attente des top traders sur un mouvement du BTC. Donc ça veut dire que là, on est en attente d'une direction du marché, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pour ce faire, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On comprime les liquidités, et il va falloir que je retrouve mon petit graphique, voilà, qui est là. Donc c'est assez rare que je le fais, mais je le fais là. Je vous pose un Kingfisher qui vous permet de voir les liquidités, dans lequel on a ici les CVD spot, les CVD perp. On voit que les CVD perp sont totalement en écrasement. On voit bien que c'est ce qui avait initié le début du mouvement fort que l'on retrouve ici. Mais on voit les CVD spot qui tiennent. C'est le plus important. Tant que les CVD spot tiennent, ça veut dire qu'on n'a pas un risque de retracement trop fort. On voit bien la compression de liquidité qu'on retrouve ici au-dessus. Donc on a quand même un gros appui short. On a un petit peu de long ici, mais c'est quand même relativement faiblard. Et à côté, le reste des liquidités se retrouve très bas. On retrouve ici le bloc des 25 000, 25 200 qu'on risque d'aller chercher à un moment donné. Il va falloir prendre en considération. C'est pour ça que je vous dis que depuis un certain temps, on risque d'aller retester les 25,5. Alors, très intéressant, on va ici prendre un petit peu de recul, et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important, et nous sommes dans une zone vraiment très importante. Parce que nous sommes dans la dernière zone de lutte, justement, entre les bears et les bulls, dans lequel nous avons l'ultime résistance, l'ultime mur, qui est ici cette vague des 30 000. On sait que c'est quelque chose qui nous a servi de support une fois, deux fois,
3 fois, même là on a quand même tenu avant d'avoir un crack, alors qu'on était en plein Terra Luna. Donc forcément ça va être une résistance qui va être dure, et quand on a une vision très bear, on se dit que là on est dans une forme de retest, donc structure baissière, d'accord, on fait un retracement, ceci est un retracement pour avoir une continuité baissière, et aller chercher les 10 000, d'accord. C'est le dernier scénario que l'on peut retrouver, qui serait un scénario ultra bear, d'accord. Donc on est quand même dans cette schématique où on a les boules qui ont eu justement une bougie très forte, puissante, et une partie de rupture avec la R, dans lequel on aurait ici une cassure très forte. Donc là, on a une zone de confrontation entre les bears et les bulls, dans lequel on se dit que les deux scénarios, clairement, sont jouables, d'accord. On peut être très bien en long comme en short ici, bien que le ratio, on va pas se cacher, long est assez long, hein. Le dernier lot réellement protégé est ici, on peut considérer ce lot-là protégé, mais ça reste quand même relativement long pour aller chercher en haut, mais on est quand même dans une zone où les deux ont 50% de chance de réalisation, bien qu'on a quand même un flux qui est relativement haussier, et que quand on regarde, et ça c'est très intéressant, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en termes de bear market, on regarde bien cette accélération haussière que l'on a pu avoir, on voit que ici, le breakout, par contre, on ne l'avait quasiment pas travaillé, alors si on pourrait définir que ici la zone de travail était là, on n'avait pas cassé, et ensuite on a cassé avec une grosse partie de bougie verte, très forte, mais c'était quand même beaucoup moins marqué que présentement, d'accord. On était quand même bien en dessous, et ensuite on a éclaté. Donc, beaucoup de personnes considèrent qu'on est ici. Si on remonte un petit peu dans le passé, encore, et on va chercher la partie 2015. 2015, très intéressant, où on peut considérer qu'on a aussi quelque chose qui est un peu identique, où on a eu cette partie de travail, dans lequel on a eu le breakout qui s'est structuré au-dessus, retracement, d'accord, de cette zone de résistance, on est allé s'appuyer dessus et on est reparti. Très important, c'est qu'on a eu un breakout qui a été très fort. Là, on est encore dans quelque chose qui est différent. La deuxième zone de résistance, qui pourrait être conforme un petit peu à ce qu'on est en train de voir, dans lequel on a eu cette partie-là, ici, cette très grosse zone qui a été une zone de soutien très fort, et qui a été une zone de résistance ici, et on voit que on a retravaillé cette zone-là. Ici, on a retesté, on a retracé, on a cassé, on a retesté, et ensuite on a structuré à la hausse. D'accord? Donc là-dessus, on a quand même des patterns qui sont identiques, mais pas totalement, parce que quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, ici, et qu'on revient, on voit qu'on est en train de travailler cette zone. On est en train de la travailler avec 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, avec quand même assez peu de volatilité. On est quand même dans une forme de ranging, je vous rappelle l'état du ranging, hein. On est en train d'osciller entre 26 500 et 29 000, d'accord. Donc on a une plage de prix qui est somme toute relativement faible par rapport au mouvement que l'on a effectué, donc on est vraiment dans un potentiel soit mise en place d'un retest bearish, soit d'une préparation d'un breakout. La complexité est de se déterminer quel est l'événement qui va déclencher ça. Est-ce que c'est un événement macro qui malheureusement, on va pas se leurrer, sera majoritairement bear, soit un événement plutôt d'accès à la liquidité qui va permettre d'avoir une accélération haussière. Je vous invite à regarder les autres quotidiennes pour bien comprendre les stratégies sur la cassure baissière ou la cassure haussière, et en tout cas ma vision, moi, de mon côté. On fait un petit tour rapide sur le Nasdaq pour clôturer cette vidéo, dans lequel on voit qu'on a eu une journée qui était plutôt positive, mais on est dans une forme de retest. Ici on a retesté le 236, très important, hein, du mouvement effectif, donc potentiellement on serait sur une continuité d'accélération. Vous pouvez retrouver une pattern comme ce qu'on a vu ici avec retest, réaccélération, retest, réaccélération, pour aller retester toujours ce breakout structure là de 13 750, Nasdaq qui est reparti quand même relativement fort depuis que on a eu la libération des fonds sur la Silicon Valley Bank et que les valeurs tech ont récupéré de la liquidité. Et c'est aussi ce qui permet de tenir le cours sur le long terme.